Bien. Nous allons poursuivre cette journée de conférence, avancer encore plus dans la chronologie en nous intéressant maintenant au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, et nous accueillons pour cela Jean-Philippe Garric, qui est architecte, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, qui est actuellement professeur d'histoire de l'architecture à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et il a été également conseiller scientifique pour le domaine histoire de l'architecture ici à l'Institut national d'histoire de l'art. Et il a notamment initié un programme de recherche qui nous tient beaucoup à cœur ici, qui est le dictionnaire des élèves architectes de l'École des Beaux-Arts entre 1800 et 1968. Ces travaux de recherche ont œuvré à l'établissement d'une bibliographie du livre d'architecture français. Il est également spécialiste de théorie de l'architecture entre 1870 et 1914. Il travaille également sur l'architecture rurale, sur les échanges entre la France et l'Italie au début de la période contemporaine. Et ses dernières publications concernent essentiellement les architectes de Napoléon Ier, Percier et Fontaine. Et actuellement, il travaille sur Jean-Jacques Lequeux, architecte actif durant la Révolution française, pour lequel il est en pleine élaboration d'une exposition en collaboration avec Laurent Baridon et Martial Guédron, qui se tiendra l'année prochaine, qui ouvrira en décembre 2018 au Petit Palais, et qui aura pour titre Jean-Jacques Lequeux, bâtisseur de fantasmes. Jean-Jacques Lequeux, donc, dont il va nous parler maintenant, à travers une production graphique assez fascinante de dessins de portes. Merci. Merci. Je vais simplement commencer par rectifier une petite chose sur le dictionnaire des élèves architectes. Je l'ai accueilli ici à l'INHA, mais c'est Marie-Laure Cronier-Lecomte qui en était l'initiatrice et pas moi. Concernant l'intervention d'aujourd'hui, en effet, l'arrière-plan de cette intervention, c'est un projet d'exposition qui sera présenté au Petit Palais. Et donc, c'est un travail qui est entrepris à la croisée de plusieurs initiatives. Laurent Baridon et Martial Guédron, qui sont plus intéressés par les représentations du corps et les portraits, m'ont proposé de faire avec eux cette exposition sur Lequeux. Mais il se trouve qu'au même moment, un peu par hasard, j'avais une doctorante, Elisa Boéry, qui avait entrepris une thèse sur Lequeux. Donc ces deux choses se sont croisées. Donc Elisa Boéry est un des acteurs aussi de ce projet, ainsi que les gens du département des estampes qui sont très impliqués, notamment Corinne Lebitouzé, qui participe activement à la préparation de l'exposition et qui participera au catalogue. Donc au fond, moi-même, j'étais un peu à la fin d'un double marathon consacré à Percier et Fontaine, qui s'est terminé par une exposition à New York et à Fontainebleau l'année dernière. Et donc j'ai accepté d'écrire et de m'engager pour la première fois sur Lequeux, alors que depuis 30 ans que je travaille sur cette période, je ne l'avais jamais fait. Voilà, donc au fond, on peut dire un concours de circonstances qui m'a amené à m'engager dans ce projet dont je vais vous présenter aujourd'hui un aspect très circonscrit, un angle d'attaque très particulier. Jean-Jacques Lequeux, je vais donc revenir plus en détail, mais en introduction, je voulais souligner la raison pour laquelle, au fond, ce qui m'amène à proposer cette intervention, c'est que Jean-Jacques Lequeux produit essentiellement une œuvre graphique dont le cœur est un projet qui s'appelle l'architecture civile, qui est à la fois une démonstration méthodique et une proposition pour une ville imaginaire. Une ville imaginaire qui est aussi une forme de ville cosmopolite, dont les bâtiments parlent toutes les langues, le grec et l'arabe classique, le latin, l'hindi, le mandarin, et beaucoup d'autres dialectes perdus ou oubliés. C'est une ville diffuse, inscrite dans un paysage légendaire, faite de temples, de palais, de jardins, de terrasses et de fontaines, et c'est une ville enclose dans des murailles, une ville avec des portes. Alors, les portes, par excellence, constituent le monument qui dispense un message, qui parle, et qui trouve ainsi un rôle central à cette époque de l'architecture et de l'art occidental qu'André Chastel a désigné comme le temps de l'éloquence. Jean-Jacques Lequeux, donc, son autoportrait ici,
présentons-le en deux minutes. C'est un fils d'artisan menuisier charpentier rouennais, donc né en 1757, et qui est formé à l'école gratuite de dessin de Rouen, comme, au fond, comme cela correspond à son état. Hein. Il apprend le dessin technique, le dessin de charpente, etc. Et puis le dessin d'architecture, il apparaît comme un des dessinateurs, un des élèves les plus brillants, peut-être le plus brillant de cette école à ce moment-là. Et a posteriori, évidemment, ce qui fera sa réputation, c'est qu'il va manifester cette capacité à transformer ce savoir-faire dans sa précision quasi obsessionnelle, dans son application, ce savoir-faire au fond de dessinateur artisan, pour s'engager sur d'autres terrains, hein, et notamment pour s'engager alors d'une part dans des inventions architecturales, dans la construction d'un imaginaire architectural auquel je vais m'attacher principalement lors de cette intervention, mais aussi dans des représentations d'autoportraits, dans des représentations de portraits, dans des représentations du corps, tâchant d'associer des figurations du corps à des figurations architecturales. Et puis cet engagement le conduit jusque vers des représentations parfois érotiques dans l'esprit de l'érotisme de la fin de l'Ancien Régime, mais quelquefois plus proche d'une description qui tiennent du sexe cru. Ici, j'ai choisi une série de représentations de vulves que j'ai réduites à 3, qui témoignent de cette approche obsessionnelle, très précise, ni scientifique, ni à proprement parler érotique, mais au fond dans lequel Lequeux, à la différence de la plupart des architectes que l'on connaît, réussit à tourner ses outils d'architecte et ses outils graphiques vers une introspection, une réflexion sur lui-même, une réflexion sur le sexe, etc. Donc tout ça fait de lui évidemment un personnage fascinant, et on pourrait dire aussi un personnage qui est assez unique en son genre pour une raison. Cette raison, c'est qu'il est peut-être le seul architecte à être devenu célèbre sans avoir jamais eu le moindre écho de son vivant. Les architectes, évidemment, c'est compliqué quand ils n'ont pas l'opportunité de construire, mais quelquefois les architectes publient des livres, sont reconnus pour leurs dessins, et Lequeux ne publie pas, Lequeux n'est pas reconnu de son vivant, donc il est véritablement quelqu'un qui passe à travers son époque presque sans que ses contemporains s'en rendent compte, et ça fait véritablement de lui, alors, jouer sur les mots, au fond, peu importe, peut-être le seul architecte vraiment maudit qui existe, mais c'est pas très important. Mais en revanche, cette idée qu'il a eu cette persévérance, cette obstination, cette foi dans son travail pour aller jusqu'au bout de sa démarche, en dépit du désintérêt complet de son temps, qu'il a su former une œuvre qu'il a léguée à la Bibliothèque nationale en 1825, une année avant sa disparition, et qui a assuré, au fond, sa postérité. Ça fait quelque chose de tout à fait unique en son genre. Alors on voit ici typiquement un dessin technique, tel que Lequeux en a dessiné quand il était jeune, mais aussi qu'il a continué à dessiner toute sa vie, puisqu'il était répétiteur de dessin à l'école des Ponts et Chaussées, pour gagner sa vie. Alors, en 1779, Lequeux, reconnu à Rouen, il a 22 ans, se transfère à Paris et il est accueilli dans l'agence la plus brillante de l'époque, celle de Soufflot, de Jacques-Germain Soufflot, dans laquelle on construit l'église Sainte-Geneviève, l'actuel Panthéon. C'est le début d'une carrière prometteuse. Normalement, de cette façon-là, Lequeux, qui intègre en même temps comme élève l'Académie royale d'architecture, est destiné à poursuivre et à devenir un architecte reconnu, un architecte en tout cas qui compte. Simplement, Soufflot décède l'année suivante, en 1781, c'est trop tôt, Lequeux est privé de ses soutiens, alors il va pendant quelques années travailler avec le neveu de Soufflot, Soufflot le Romain, avec lequel notamment il construit et décore l'hôtel de Montholon. C'est à ça que correspond le dessin qui se trouve à droite de l'image. Mais la Révolution arrivant là-dessus, il va se retrouver complètement
déstabilisé professionnellement, attaché à des fonctions administratives. Il dessine par exemple pour le pacte, la fête du pacte fédérateur de 1791, et puis il va être attaché au cadastre et au service des plans d'alignement, occupant un emploi de bureau de petit fonctionnaire dessinateur pendant toute sa vie. Avant même de quitter Rouen, il s'engage dans cette recherche graphique, dans cette production, l'architecture civile, qui va l'occuper pendant toute sa carrière et qui est quelque chose de très complexe à étudier parce que, au-delà des croisements, des hybridations symboliques, des références qui sont délicates à démêler, il y a aussi une extrême difficulté à établir la chronologie de ce travail, qui est probablement, bon, évidemment, produit dans une certaine durée, mais repris avec des allers-retours, des datations quand elles existent qui sont discutables, et donc qui est un peu un défi à l'étude historique et à l'analyse. Alors on voit ici des planches du début de cette architecture civile qui mettent l'accent sur la méthode, sur le dessin, mais très vite on va s'engager dans autre chose. Après la méthode de dessin, après de premières réflexions assez classiques sur les ordres d'architecture, eh bien on va s'engager dans la construction de cette cité imaginaire sur laquelle je vais revenir. Alors, l'intitulé de la conférence fait référence à l'historiographie, puisque, on va le voir, Lequeux a été rangé dans une catégorie d'architectes dits révolutionnaires. Je retenais cette citation de Jean-Claude Lemagny en 1968. Lequeux a souvent produit des dessins étonnamment en avance sur son temps. Beaucoup de ses formes fluides et de ses courbes bizarres, mais soigneusement étudiées, nous donnent un goût d'art nouveau. Cette idée que, au fond, si Lequeux n'est pas de son temps, il est forcément en avance sur son temps. C'est l'idée avec laquelle il a été abordé à partir des années 1950 et de sa redécouverte. Alors, architecte révolutionnaire, c'est la catégorie dans laquelle il a été rangé par notamment cet ouvrage fondateur, le livre d'Emile Kaufmann, publié d'abord donc en anglais en 1952, Three Revolutionary Architects, Boulay, Ledoux et Lequeux, et traduit plus tard en français, qui assure une gloire mondiale à cet architecte sans commanditaire et à cet architecte méconnu de ses contemporains sur la base des dessins conservés à la Bibliothèque nationale, et en même temps l'estampille dans une catégorie où par ailleurs il est regroupé avec deux personnages de premier plan, mais avec lesquels il partage au fond relativement peu de choses et déjà pas la date de naissance. Alors, je voudrais d'abord montrer cela. Évidemment, Boulay, qui est né en 1728, donc de 57 à 28, vous voyez 29 ans d'écart entre les deux hommes. Boulay, évidemment, partage un certain nombre de choses avec Lequeux. C'est l'excellence de cette production graphique. C'est aussi un recouvrement chronologique, puisque Lequeux Boulay, qui meurt en 1799, est quelqu'un dont la production graphique s'inscrit entre les années 1779 et 1799, les deux dernières décennies du XVIIIe siècle. Mais en même temps, Boulay aussi dessine quelque chose comme une ville imaginaire, mais une ville imaginaire qui renvoie à une pensée rationnelle des programmes, à un idéalisme lié aux nouvelles conceptions issues des Lumières sur l'organisation de la cité, sur l'organisation des grands bâtiments publics. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a un immense impact sur son temps, puisque c'est l'architecte qui pèse le plus sur les orientations de l'Académie royale d'architecture. Par conséquent, Boulay est de ce point de vue à l'inverse de Lequeux. Il est un vieux monsieur qui a des dessinateurs dans son agence, c'est pas lui qui dessine ses propres dessins, et il a un impact considérable à la fois sur son temps et aussi sur ce qui va naître à partir du début du XIXe siècle, c'est-à-dire l'enseignement de l'école des beaux-arts. L'autre membre du trio, Ledoux a aussi construit des portes, c'est même ce qui lui a valu de finir sa carrière brutalement après la Révolution, puisqu'il construit les propylées de Paris, les portes de la barrière des fermiers généraux, et que tout révolutionnaire que Emile Kaufmann ait pu le trouver, il a été emprisonné sous la Révolution et il a été même menacé assez sévèrement parce que il était associé étroitement donc au système des fermiers généraux, à ces taxes qui étaient très impopulaires et aussi à une forme de
enfin ce qui était perçu à l'époque comme une sorte de gabegie financière dans des constructions extrêmement luxueuses et dispendieuses de la fin de l'Ancien Régime. Ledoux a également construit une porte célèbre pour une architecture privée qui était l'arc à l'entrée de l'hôtel Télusson à Paris. Là encore, un hôtel qui est directement relié au monde des fermiers généraux et qui fait de Ledoux un personnage, là encore, tout à fait différent de Lequeux, à la fois par ses dates, à la fois par ses liens avec les commanditaires, sa réputation considérable, qui sera entérinée par la publication en 1804 de son grand livre, L'architecture considérée sous les rapports de l'art, des mœurs et de la législation, qu'il installe dans la postérité directement. Alors, on pourrait aussi bien proposer de rattacher Lequeux aux hommes de sa génération, c'est-à-dire aux architectes qui, à défaut d'être révolutionnaires forcément dans leurs propositions, le sont le plus souvent dans leurs engagements politiques et aussi dans le fait qu'ils vivent en direct la Révolution. J'en ai retenu quelques-uns. Louis-Pierre Baltard, le père de Victor Baltard, l'architecte des Halles. Louis-Pierre Baltard, qui est né, lui, en 1764 et qui se présente comme une sorte d'entrepreneur en gravure et en dessin. Vous voyez une publicité ici qu'il réalise où il est écrit en bas « Entreprend tous les ouvrages de gravure en taille douce au pointillé et à la manière du Lavie ». Vous voyez en haut cette brebis devant une fontaine en haut qui se trouve près de la Via Appia à Rome. On est dans un imaginaire qui croise l'antique, qui croise aussi qui croise la légende, des personnages, du végétal, des figures humaines, etc. Au fond, tout ça, bien entendu, n'enlève pas à Lequeux sa spécificité, mais on a là un architecte, en effet, dessinateur, qui choisit, faute de commande, de devenir un graveur et un dessinateur, de gagner sa vie de cette façon, même si, plus tard, il aura l'occasion d'accéder à la commande, notamment en construisant, vous le savez, le palais de justice de Lyon. Mais il y a un certain nombre de choses qui le rapprochent. Ici, une vue d'une ville imaginaire, publiée en 1804 par le même Baltard. Et là encore, on est bien dans cette transition entre l'Ancien Régime, ce qu'on a appelé les Pyranésiens français, et puis le début du XIXe siècle, ce qu'est également Lequeux. Alors, un autre personnage moins connu qui mériterait d'être étudié, c'est Charles Normand, également élève de l'école gratuite de dessin. Il est né en 1762 et il laisse une œuvre graphique considérable pour l'architecture. Ici, le frontispice de son recueil varié de plans et de façades, mais aussi plus généralement pour l'adoption en France de la gravure au trait, puisque étant le principal graveur notamment des annales du musée de Landon, il va jouer un rôle considérable dans l'acclimatation en France de ce genre qui n'était pas nouveau, mais qui est resté au fond un petit peu comme un marqueur de la gravure néoclassique. Alors, évidemment, Percier également, né en 64, qui lui aussi est un architecte dessinateur, qui s'adonne à une production graphique imaginaire assez importante. Certes, Percier vend ses dessins, il les vend très bien. Flaxman, en 1799, explique que dans le The Gentleman Magazine, que les dessins de Percier sont très prisés à Londres et se vendent à un prix extraordinaire. Il n'a absolument pas la même carrière que Lequeux, mais en même temps, il y a un certain nombre de choses qui les rapprochent. Et puis, avec Fontaine, ils construisent une porte, on pourrait dire, là, on va y revenir, mais la première porte de l'époque contemporaine à Paris, qui est l'entrée des Tuileries, l'entrée monumentale des Tuileries, l'Arc du Carrousel. Mais sans doute, le personnage le plus intéressant à rapprocher de Lequeux, c'est Jean-Thomas Thibault. Jean-Thomas Thibault, qui est né en 57 et qui est mort en 26, comme Lequeux, ils sont exactement contemporains. D'ailleurs, sur ces deux portraits, ils sont également peignés de la même façon. Mais Jean-Thomas Thibault, c'est le grand dessinateur de son temps. C'est le grand dessinateur de son temps. D'ailleurs, dans son traité de perspective, publié à titre posthume, il est représenté d'après un croquis de son ami Gérard. Il est tout à fait installé dans la société artistique de son temps. C'est un ami presque d'enfance de Fontaine. Et Jean-Thomas Thibault va véritablement avoir le cursus parfait du dessinateur reconnu et adulé pour son époque.
On voit ici les attributs que se donnent les deux hommes dans les deux représentations, avec des livres, des dessins, etc. Jean-Thomas Thibault dessine pour Boullé. Dans Mia Vita, que l'on vient de publier l'année dernière, dans Mia Vita, Fontaine raconte comment, en 1784, Thibault, rentrant avec lui de Versailles, où ils avaient une mission pour dessiner le hameau de la Reine, comment Thibault retrouve du travail auprès des plus grands architectes de son temps. Les dessins destinés au roi de Suède étaient terminés, nous retournâmes à Paris. Thibault y retrouva messieurs Poyet, Devailly et Boullé, qui l'accueillirent de nouveau avec empressement. Ils mirent à profit les talents et le déterminèrent à graver quelques-uns de leurs projets, tels qu'un plan d'hôpital pour l'île des Cygnes pour le premier, une décoration de la grande place publique de Bruxelles pour le second, et l'intérieur d'une immense salle de bibliothèque pour le troisième. C'est cette vue que généralement on attribue toujours bien sûr à Boullé, qui vient de Boullé, mais que donc Jean-Thomas Thibault aurait dessinée et gravée, puisqu'elle a été gravée, cette vue célèbre de l'intérieur de la salle de la bibliothèque. Donc dessinateur au service des plus grands architectes de la fin de l'Ancien Régime et au service de Boullé notamment. Jean-Thomas Thibault, qui gagne les concours de l'an 2, les concours révolutionnaires, en association avec Jean-Nicolas Louis Durand, qui va devenir surtout le premier professeur de perspective de l'école des Beaux-Arts après la mort de Valenciennes en 1819, lorsque l'école est officiellement créée. Il est vraiment celui qui, à l'inverse de Lequeux, est entièrement reconnu. Il est vraiment adulé comme celui qui dessine comme il faut dessiner. Alors, je m'arrêterai un instant à ce tout petit dessin, un peu anecdotique peut-être, mais aussi assez représentatif, signé Jean-Thomas Thibault. C'est un dessin qui provient d'un album Amicorum qui est récemment passé sur le marché. L'entrée d'un temple imaginaire, assez fantaisiste, avec ces deux anges engainés qui servent de cariatides, qui supportent un grand linteau. Et ce petit dessin est intéressant parce que si on le rapproche de la production de Lequeux, on peut véritablement saisir les différences. Alors d'abord, ce dessin est intéressant parce que, vous voyez, à l'extérieur, il y a une forme de pittoresque avec une représentation colorée, une décrépitude des enduits, etc., quelques personnages, mais à l'intérieur, on trouve cette ambiance dramatique qui est présente notamment dans la représentation de l'intérieur de la métropole de Boullé, avec, vous le voyez ici, ces personnages montant des gradins à genoux, les prêtres assemblés avec des nuages de fumée à l'arrière-plan, qui renvoient à toute cette iconographie de Després, toute cette iconographie du romantisme noir des années 1770-1780. Donc un contraste assez fort dans cette image, mais évidemment l'association entre les deux nous montre ici d'où vient Jean-Thomas Thibault. On peut comparer, et j'ai cherché une image chez Lequeux qui soit aussi une ouverture, une porte dans un mur comme ça, dans une façade. Il s'agit d'un décor de théâtre, mais chez Lequeux tout est parfaitement fini, tout est parfaitement léché. Le dessin est méticuleusement exécuté, alors que chez Jean-Thomas Thibault, on a cette forme de légèreté, de transparence, ce vite fait bien fait qui deviendra un des mots-clés de l'enseignement de l'école des Beaux-Arts. Véritablement, on doit comprendre, en regardant ces deux images, pourquoi Lequeux n'est pas compris de ses contemporains, pourquoi Lequeux n'est pas exposé au salon, pourquoi il n'est pas considéré comme un bon dessinateur, alors qu'aujourd'hui, on regarde avec émerveillement ses dessins, simplement parce que ses codes graphiques, parce que sa manière de traiter les choses est absolument pas en phase avec ce qui est attendu. C'est un dessin appliqué, c'est un dessin trop coloré. Les dessins trop colorés, c'était le fait des artisans, bien souvent, et c'est un dessin qui est laborieux, qui sent l'effort, et tout ça, évidemment, le disqualifie complètement aux yeux des Percier, des Thibault, et de tous ces architectes qui tiennent le haut du panier au salon et qui sont reconnus à cette époque. Alors, les portes triomphales ou pas, la porte au XVIIIe siècle est vraiment considérée comme le monument, l'édifice peut-être le plus représentatif. J'ai choisi ici une citation de Jacques-François Blondel, donc le grand professeur d'architecture du milieu du XVIIIe siècle.
Les portes triomphales sont des espèces d'arcs de triomphe que l'on élève dans les villes libres. Expression qui est assez étonnante, on pourra s'en rappeler, parce qu'évidemment, une ville qui ne serait pas libre ne pourrait pas élever un arc de triomphe. Quel sens ça aurait, puisque c'est dédié à un personnage, si ce n'est pas fait en liberté, hein, quel intérêt? Elles sont ordinairement décorées d'une ouverture plein cintre, telle qu'on voit à Paris celle de Saint-Martin, de Saint-Antoine, de Saint-Bernard, mais plus particulièrement celle de l'entrée du Faubourg Saint-Denis, une des plus célèbres productions de notre architecture française, élevée sur les dessins de François Blondel. En effet, la porte Saint-Denis, une chose qui peut nous étonner peut-être aujourd'hui, était généralement considérée au XVIIIe siècle comme l'œuvre la plus importante de l'architecture française. Elle est citée de manière universelle et c'est véritablement l'édifice qui est revendiqué pour dire qu'à la fin du XVIIe siècle, les Français ont désormais surpassé les Italiens. Alors cette porte qui est tournée vers l'intérieur de la ville, parce qu'en réalité elle est là pour accueillir les processions, elle est là pour accueillir le passage des cortèges qui se rendent à la basilique Saint-Denis depuis Paris, évidemment dédiée à Louis XIV. Vous savez qu'elle est érigée en souvenir de la conquête par la France de la Franche-Comté. Et ces portes, dans l'histoire de l'architecture classique, jouent un rôle très important, en fait, depuis la fin de la Renaissance, parce qu'il s'est passé à la fin de la Renaissance quelque chose qui a une grande importance du point de vue de la théorie, c'est que le livre le plus diffusé dans l'histoire de l'architecture occidentale, qui est la règle des ordres de Vignolles, cette sorte de grammaire assez austère de l'architecture classique qui définit les proportions des ordres, dans sa première édition du XVIIe a été enrichie des portes de Michel-Ange. Et donc, c'est l'édition d'Orlandi avec la Nuova Aggiunta, dans laquelle les portes de Michel-Ange figurent à la fin de cette grammaire, si bien qu'on a une grammaire stricte et ensuite toute une série d'exemples qui l'enfreignent. Et c'est comme cela que cette règle va circuler, si bien qu'une porte aussi peu classique que la Porta Pia de Michel-Ange que l'on voit ici, va être publiée à de nombreuses reprises, et notamment dans le livre d'architecture français le plus diffusé et le plus lu, qui est le cours d'architecture de d'Augustin Charles d'Avillers, publié en 1691, que donc tout le monde connaît, et qui est une composition absolument hétérodoxe par rapport aux règles classiques. Alors, cette concentration de l'intérêt architectural sur la porte est quelque chose dont, évidemment, Le Queux est l'héritier. Le Queux a une bibliothèque abondante, et dans cette bibliothèque abondante, il puise des références graphiques. Au fond, Le Queux est un architecte qui produit une architecture cosmopolite sans sortir de son atelier, qui se nourrit de références mondiales sans jamais voyager, et ces références mondiales, il les puise dans toute une littérature. Parmi ses ouvrages, une des sources les plus importantes, cette forme d'encyclopédie historique qui est publiée par Fischer von Erlach en 1725, qui rassemble donc des représentations de bâtiments réels, de bâtiments connus et de bâtiments légendaires. On voit ici donc une perspective de Babylone avec au premier plan le palais, évidemment, le palais dans lequel on pénètre par des portes monumentales comme celle qui se trouve ici au débouché du pont. D'autres portes représentées par Fischer von Erlach. Ici, l'entrée du port de Rhodes, le fameux colosse de Rhodes, et que je vous montre évidemment à cause de cette dimension anthropomorphe que l'on va retrouver chez Le Queux, ou ici, dans évidemment une écriture complètement différente, la porte monumentale de Vienne. Alors, les portes monumentales sont extrêmement utilisées pendant la période révolutionnaire. Elles sont extrêmement utilisées dans les différentes cérémonies, comme ici à la fête de la Fédération. Elles servent à la fois de support à des attributs symboliques, elles servent à magnifier les événements, à dire les louanges des armées ou des souverains. Donc on a typiquement un programme de cette époque. Donc la porte,
que j'ai choisi de placer au début de cette conférence, la porte du Parisis, suivant la légende de Lequeux, que l'on peut appeler l'Arc du Peuple, un dessin qui date probablement de 1794 et sur lequel Lequeux a inscrit au dos « Dessin pour me sauver de la guillotine, tout pour la patrie ». Alors, cette phrase a fait beaucoup gloser parce que, évidemment, comment la comprendre? Il faut, à mon sens, considérer qu'elle est écrite a posteriori, bien sûr, c'est un commentaire, et ce genre de commentaire doit être pris de façon extrêmement précautionneuse après 1815, où tout le monde essaye de masquer sa réelle implication aux côtés de la Révolution et du mouvement révolutionnaire. C'est une chose que je connais bien pour avoir étudié Percier et Fontaine, qui brûlent leurs documents en 1815, qui réécrivent leur histoire, mais tout le monde fait cela. Et donc, dessin pour me sauver de la guillotine, ça peut être vrai, mais c'est plus probablement une excuse qui est donnée, qui est inscrite sur ce dessin après 1815 pour dire au fond, j'étais pas si révolutionnaire que ça, j'étais un peu obligé, j'avais le couteau sous la gorge, ne m'en veuillez pas trop. Alors, il faut dire tout de suite, même si je ne vais pas présenter ça d'une façon large, que de tels projets de portes monumentales très spectaculaires et inventives se multiplient à cette époque. Lequeux n'est pas le seul à s'engager dans cette voie, pas du tout, même si certainement il est un de ceux, peut-être celui qui s'y engage de la façon la plus personnelle et la plus inventive, en tout cas, oui, celui qui se distingue le plus dans cette production. Il est en tout cas pas isolé, ça correspond véritablement à un mouvement de production à l'époque. Ici, un exemple bien connu qui a été souvent publié d'un monument triomphal en l'honneur des 14 armées de la République. On est à peu près dans les mêmes années que la porte précédente. Alors, la porte de Lequeux représente donc un colosse, vêtu avec les attributs d'Hercule, qui porte un bonnet phrygien couronné d'un coq. Alors, il y a beaucoup de commentaires dans les dessins de Lequeux qui sont écrits en tout petit, commentaires sur le coq, ce coq qui allonge le cou, c'est-à-dire dans la verticale du cou, bat de l'aile et chante, exprime l'audace, la vigilance et la fierté, caractère des anciens Gaulois et le vrai symbole de la nation française. Enfin, on le savait ça. Et donc en tout cas, on a ici une référence qui est directement empruntée à Fischer von Erlach, une référence à Dinocrate. Cette représentation ici du colosse du mont Athos en Macédoine, suivant le dessin de Dinocrate. Dans sa représentation, Lequeux habille son colosse avec les attributs d'Hercule, à la différence de Fischer von Erlach, mais en réalité, il ne fait que reprendre une tradition iconographique concernant Dinocrate. On voit ici, j'ai voulu montrer cette image de Francesco di Giorgio Martini parce que, on retrouve Dinocrate vêtu, enfin plus exactement pas très vêtu, mais en tout cas paré des attributs d'Hercule lorsqu'il va se présenter donc devant Alexandre. Alors, la porte du Parisis n'est pas la seule porte que représente Lequeux, mais clairement, c'est une porte qui témoigne d'un engagement révolutionnaire. Et clairement, on voit Lequeux. Je suis passé un peu vite, mais on a vu un projet pour l'église de la Madeleine de Rouen que j'avais associé à la représentation d'une nonne qui était en train de se découvrir. Deux images très politiques, en un sens, puisque le jeune Lequeux travaille à la construction d'une église de la Madeleine à Rouen, et au fond, il travaille pour l'aristocratie, il travaille pour l'église dans les dernières années de l'Ancien Régime, et puis tout de suite après, il dessine cette nonne qui se découvre, il dessine cet arc du Parisis à la gloire du peuple de Paris et à la gloire du peuple. Et donc, on le voit, au fond, au fil du temps, politique, mais avec des engagements relativement variants, qui oscillent, puisque on le voit suivre les différentes époques de la politique française. Ici, on est autour de 1800, et cet arc de triomphe qui est érigé en l'honneur des braves de la patrie, dans une écriture architecturale, du reste,
qui est très étrange. Au fond, ce que Lequeux ne réussit jamais à être dans toute sa carrière, c'est néoclassique, hein, au sens, disons, le plus courant du terme. C'est toujours une architecture qui est entre une forme d'éclectisme naissant et un baroque provincial tardif. Hein. C'est assez curieux. C'est comme si on passait directement d'un baroque un peu attardé à Rouen autour de l'environnement de ses maîtres à l'école gratuite de dessin à l'éclectisme naissant qui croise les références de la Renaissance, notamment, qui l'intéressent énormément, et puis toutes les références exotiques. Et là, dans ce projet de porte, alors là encore, il s'agit d'un choix politique, sinon discutable, en tout cas, qui n'était pas appelé à avoir une grande longévité, puisque ce monument est dédié à deux personnages, qui sont Napoléon Bonaparte et le général Moreau, deux personnages alliés à un temps, mais un temps seulement. Hein. Et donc, on est autour de 1800. L'architecture de l'édifice qui, en un sens, a quelque chose à voir avec les arcs de triomphe qui vont être produits juste au début du XIXe siècle, que ce soit celui de l'Étoile ou que ce soit celui du Carrousel, et en même temps aussi avec ces colonnes rostrales, cette surcharge ornementale, ce groupe un peu étrange des villes personnifiées par des femmes ici qui discourent en couronnement de l'arc, tout cela présente une certaine étrangeté, mais typiquement, hein, on est dans la construction d'un message politique et surtout, on voit un Lequeux qui continue probablement de penser qu'il pourrait bien servir le pouvoir en place. Hein. Et plutôt que révolutionnaire au sens d'une forme d'innovation qui projetterait vers le futur, il est en tout cas politiquement engagé, ou comme les architectes de son temps, il s'adresse aux politiques pour tenter d'obtenir de la commande. On voit ici les détails. Vous voyez A. Victor Moreau, et puis ici, vous ne lisez pas, mais il y a marqué au général Bonaparte. Alors cet intérêt, cette importance accordée aux portes, hein, on le retrouve chez Lequeux dans d'autres édifices que des portes monumentales, parce que Lequeux est quelqu'un qui dessine jamais en perspective. Il dessine tous ses bâtiments frontalement, avec une sorte d'écriture opaque dans laquelle on est en vis-à-vis, en face-à-face avec les édifices. Et donc la porte occupe toujours une fonction très importante parce que la porte focalise la seule possibilité de pénétrer, d'aller de l'avant, etc. Ici, c'est le cas avec un exemple que j'ai choisi à l'opposé des exemples précédents, puisque loin des portes monumentales, on est au contraire ici sur des cabanes, hein, sur des maisons primitives, comme c'était la mode à l'époque. Hein, ces maisons primitives, ça avait amusé beaucoup les architectes de la fin de l'Ancien Régime. Ici, une planche des jardins anglo-chinois de Le Rouge. Chaque aristocrate voulait avoir une cabane primitive, voulait avoir une hutte dans son jardin. Hein, on s'y distrayait, on s'y amusait, on y organisait diverses activités, salles de jeu, dans le meilleur des cas. Et donc, Lequeux va reprendre ce type de bâtiment, qui, au fond, le rattache une fois de plus à l'Ancien Régime, hein, plus qu'au temps nouveau. Et vous voyez ici, il inscrit sur le dessin « Vue des cabanes des sauvages du désert ». Et plutôt chaumière ou bicoque. Parce que Lequeux a une grande culture, très éclectique, il lit toutes sortes de choses, pas toujours la littérature l'a choisie de la manière la plus correcte du point de vue académique, mais il a une grande culture et il nourrit tous ses projets d'une imagination littéraire, d'un imaginaire littéraire, de références très nombreuses aux songes de Polyphile, au roman de Cétis, à l'égyptomanie, etc. Et aussi, au fond, aux premiers voyages et aux premières enquêtes ethnologiques, aux premiers tours du monde, etc. Alors vous voyez, une cabane ou une bicoque, comme il dit, une bicoque qui en réalité est presque réduite à n'être qu'une porte. Hein, c'est comme une sorte d'arc de triomphe du pauvre. On a une construction monumentale en branchage, des grumes de bois qui sont même pas débarrassées de leur écorce et qui servent d'entrée à ce petit monument sans fenêtre, hein, où peut-être une cheminée permet d'évacuer la fumée qu'on fait à l'intérieur, qui est la maison la plus modeste, hein, prévue par Lequeux dans son projet. Ici, finalement, deux autres exemples encore de portes symboliques. Celle on va y revenir plus en détail, qui concerne une forme de propriété aristocratique, disons, puisque en bas, on a en lien avec une laiterie, on a une étable pour les vaches.
en haut, on a une porte pour une chasse, hein, et à chaque fois, la figuration, et cette fois, le choix d'une architecture parlante au sens même de ce que peut être des bâtiments prenant la forme directe de leur fonction, hein, comme il s'en est construit beaucoup au XXe siècle, par exemple aux États-Unis. Eh bien, ici, on associe directement à l'étable la forme d'une vache, à la chasse la forme des animaux qui sont chassés. C'est pas une chose qui était non plus tout à fait nouvelle. Il y a ce fameux précédent très célèbre que Lequeux connaissait, hein, de l'éléphant monumental, l'éléphant triomphal de Charles Ribard de Chamoux, qui a donné lieu, comme vous le savez, à une forme d'exécution sur la place de la Bastille. Mais Lequeux le traite à sa manière, hein, le reprend à sa manière. Il le reprend à sa manière. Alors on voit ici, on revient à la porte de sortie du parc des plaisirs de la chasse du prince, et Lequeux note, entre autres, le cerf proéminent, quoique lâche. Alors, on ne sait pas si c'est une forme d'autoportrait ou bien si c'est une critique, mais en tout cas, le cerf, en effet, est proéminent dans entre les hures de sangliers, les têtes des chiens, qui viennent couronner cette pyramide dotée d'obélisques qui sert d'entrée du parc. Donc, vous voyez un jeu ici, hein, de références naturalistes, de références au monde animal. Et donc, on est vraiment dans la construction d'un imaginaire fantastique qui correspond à la fonction, hein, que Lequeux veut illustrer. Oui, l'étable de la vache tournée au midi, qui est sur une prairie, une fraîche prairie, eh bien, ce sont des vaches indiennes. Hein, d'ailleurs, elle est recouverte d'un manteau brodé, cette étable. Évidemment, là, on est en référence à toute une tradition iconographique qui commence notamment avec le songe de Polyphile, d'éléphants monumentaux, qui ici est prise d'une certaine façon un peu en dérision, mais aussi dans la continuité de la tradition du XVIIIe siècle, hein, tradition du XVIIIe siècle, de ces architectures agricoles pour domaines aristocratiques dans lesquels à la fois on s'investit dans le monde agricole tout en s'amusant, tout en se distrayant. Voilà. Alors, Lequeux reste un personnage, et au fond c'est le travail auquel on est confronté maintenant, qui est extrêmement atypique, mais en même temps, comme je l'ai montré, qui s'inscrit dans toute une série de mouvements ou de références qui sont propres à son époque. Et l'hypothèse sur laquelle on travaille, puisque notre exposition vient 30 ans après le dernier ouvrage sur Lequeux et la dernière tentative d'apporter une interprétation à son œuvre, part d'un point de vue très différent. Cette publication de 1987 par Philippe Dubois partait du principe que Lequeux était inexplicable autrement que par des phénomènes surnaturels, et donc il avait supposé que peut-être Georges Bataille, les surréalistes, auraient trafiqué les dessins, auraient inscrit les légendes, auraient au fond fabriqué cette œuvre. Ce qu'on va montrer, c'est que Lequeux est un homme tout à fait de son temps. Il est de son temps comme toute une série de fous littéraires. Il est de son temps d'une certaine manière comme le marquis de Sade. Il est quelqu'un qui s'est désocialisé parce que son époque n'a pas voulu de lui. Cette désocialisation lui a donné une liberté complète pour avancer sans se soucier de l'opinion de quiconque. Il a trouvé le ressort en lui-même pour développer cette œuvre en autonomie, pour la mener à terme, pour la léguer à la Bibliothèque nationale de France. Au fond, de ce point de vue, il est tout à fait singulier. Ça lui a permis notamment d'aller vers ces représentations du corps, vers ces représentations du sexe, etc., vers lesquelles les architectes généralement ne peuvent pas aller parce qu'ils sont enfermés dans un rôle social, ils sont enfermés dans une relation au commanditaire et au fond à ce que l'on attend d'eux. Et donc, voilà, on va montrer comment Lequeux est à la fois quelqu'un de tout à fait singulier et à la fin quelqu'un qui se comprend parfaitement dans son temps et dans la convergence, au fond, des facteurs et voilà, de sa formation, de ses rencontres, de ses lectures, et qui reste aujourd'hui pour nous, bien entendu, un mystère qui est toujours celui de la création, mais qui en même temps ne nécessite pas d'explication surnaturelle à notre sens. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation et je passe tout de suite la parole à la salle pour quelques questions. Juste une petite question sur la nature des dessins de Lequeux. Est-ce qu'il y a un registre très différent entre les dessins qui sont proprement des dessins d'architecture et des dessins entièrement parlants, sans architecture? Est-ce que c'est des formats différents? Est-ce que là, c'est une question très, très simple et très matérielle? En réalité, il y a à peu près, je pense, 700, enfin ça dépend comment on compte, environ 700 dessins qui font partie du fonds Lequeux à la Bibliothèque nationale de France. Et parmi ces dessins, il y en a une bonne moitié qui sont des dessins qui sont terminés, cadrés, mis en page, etc., finis. Et puis, il y en a d'autres qui sont des esquisses, qui sont des documents de travail, qui ont été conservés, quelquefois montés dans des albums, mais qui ne sont pas des dessins de présentation, qui ne sont pas des dessins terminés. Parmi les dessins soigneusement exécutés, finis, terminés, légendés, etc., on trouve les deux. On trouve les deux. On trouve des dessins d'architecture qui constituent notamment l'architecture civile, et puis on trouve une série de représentations du corps, la série des portraits comme ici, ou des autoportraits. Donc en fait, il y a une forme de continuité matérielle entre ces représentations architecturales et les autres, oui. Une petite question aussi au sujet de son inscription quand même dans un certain type de réseau. Est-ce qu'on a quand même des éléments sur sa formation après Rouen, sur les fréquentations qu'il a pu avoir? Évidemment, vous avez terminé ici sur une image très, très frappante. On pense aux autres artistes qui ont pu se scruter de cette manière-là, et pas seulement en France, à des gens comme Messerschmitt et autres. Est-ce qu'on peut ici essayer de retracer sa propre bibliothèque de travail, voir ses réseaux intellectuels? Est-ce que cet isolement dont vous avez parlé? Alors, il y a un certain nombre de choses que l'on connaît, évidemment, d'autres font défaut. Pour sa bibliothèque, on possède pas mal d'éléments, et ça, c'est un travail qui a été bien fait par Elisa Boeri. D'une part, à partir de la bibliothèque de Soufflot, qui au fond est sa première bibliothèque de formation, puis quand il travaille dans cette agence, c'est une bibliothèque très ample, mais qui est très bien connue par les catalogues de vente. Ensuite, sa bibliothèque à lui, elle était abondante, elle a été décrite, mais plus sommairement au moment de son inventaire après décès. On a son inventaire après décès. Donc, ça a permis de reconstituer sa bibliothèque d'une manière relativement satisfaisante, et d'être certain qu'il possédait un certain nombre d'ouvrages, d'être certain qu'il possédait certains romans, certains ouvrages scientifiques, etc. Il était lié à Prony, qui a été son soutien notamment à l'école polytechnique et à l'école des ponts et chaussées. Et donc là, il y a un lien professionnel qui est avéré et qui est facile à comprendre avec un certain milieu professionnel. Et puis ensuite, il y a quelques personnes qu'il fréquente. Notamment, il utilise le physionotrace pour des portraits de profil. Il fait ça avec d'autres personnes qui se représentent mutuellement, etc. Mais disons que tout ça ne nous donne pas véritablement d'informations sur l'appartenance à des cercles intellectuels ou à des choses de ce type-là. Voilà. Donc on a quelques éléments, mais les éléments dont on dispose le font apparaître malgré tout comme un personnage relativement isolé. Encore une dernière question? Pardon, j'ai manqué le début de la discussion. Peut-être la question a déjà été posée, mais au début de votre exposé, vous avez parlé de ces portes comme par rapport à la ville. Et puis, si vous pouviez juste développer par rapport à cette conception de cette ville imaginaire, cette ville diffuse, je pense que vous avez utilisé le mot. Bon,
c'est vrai que je n'ai pas voulu m'engager dans cette voie. La production de Lequeux qui est dessinée, elle est aussi très narrative parce que sur les dessins, il y a toujours des explications qui situent les projets en disant voilà, ce projet est au bout de l'allée de l'allée des peupliers ou bien il est en face de la cataracte, etc. Donc il y a à l'arrière-plan de cette production graphique, il y a une idée générale, ou en tout cas des fragments qui mettent ensemble ces éléments dans un paysage imaginaire qui est aussi un paysage légendaire, parce qu'associé au relief, aux eaux, etc., il y a un certain nombre de références légendaires qui sont associées. Donc il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de plan, mais ce n'est pas une série de bâtiments qui se succèdent purement et simplement. Ce sont des bâtiments qui sont toujours associés à des indications de position, de situation, et beaucoup de ces bâtiments sont représentés dans des élévations paysagères, avec à l'arrière-plan des collines, des collines artificielles, des plantations, une coupe sur des lacs, etc., des îles. Tout ça, c'est d'ailleurs vraiment au cœur du travail d'Elisa Boeri dans sa thèse, et donc qu'on s'efforce de publier, qui sera publié pour l'exposition. Elle montre comment le voyage à Cythère, notamment, qui était tout à fait à la mode à cette époque, est au centre de cet imaginaire topographique et de la façon dont est construit le parcours de Lequeux. Bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier très chaleureusement.